Cri urgent. Avec l'aimable autorisation du Grand Souffle Éditions, le collectif d'artistes qui publie cette collection, et dont voici la présentation. Cette nouvelle collection s'est imposée à nous après la publication de la lettre anonyme de Gersande, avant de partir, ultime message d'une adolescente de 16 ans. Dans un monde collectivement menacé de tous les périls, où l'individu est réduit à une matière première, la vie à une exploitation industrielle de masse, la parole à un bavardage continuel. Que reste-t-il à un homme, à une femme, quand, dans leur existence la plus quotidienne, ils sont contraints à l'impasse? Le Grand Souffle ouvre ici un espace concret pour réapprendre à crier. Cri urgent, une actualité du dedans. Voici la présentation du cri urgent de Yolande, 34 ans, prostituée, mécanique érotique. Tout a été dit sur le plus vieux métier du monde, sauf une chose, parce qu'on ne l'a jamais vu. De la geisha à la courtisane, des filles de rue aux maisons closes, toutes les cultures avaient leur code. Mais avec le trafic de la prostitution, notre époque touche à un vertige. On interdit, on autorise, on affiche, on dissimule. Mais qu'on nettoie les trottoirs, ici, qu'on crée pour le mondial un Eros Center, qu'on cautionne le règne de la marchandise, ou qu'on ose remercier ces dames pour services rendus à la société, la chose est toujours là, au fond de l'histoire humaine. Quoi? L'expérience de Yolande dépasse le témoignage d'une esclave moderne ou d'une fille sans joie. Il rôde dans son cri ce que le sexe en nous se refuse à dire. Le désir d'être une chose. Trouvez Yolande. Mécanique érotique. C'est arrivé par hasard, ou alors c'est la fatalité, mon destin peut-être. J'étais jeune et on disait de moi que j'étais belle. Moi je me trouvais laide et grosse, j'étais mal dans ma peau, mal dans ma tête. La seule chose que j'aimais c'était danser. J'aurais voulu être ballerine, voler dans les airs et me sentir légère, me sentir gracieuse, me sentir. Dès mes 16 ans j'ai commencé à sortir, à entrer en boîte. Je commençais par boire quelques verres et je finissais debout, déchaîné sur le podium. Ces soirées-là, c'était mes bouffées d'oxygène. J'oubliais tout, j'oubliais les heures d'horreur, seul face au miroir, un couteau à la main, le sang qui coule du bras, de la cuisse ou de la joue pour oublier cette autre horreur, mon beau-père et ses mains baladeuses, son pantalon baissé, ma mère, son regard qui ne me regarde pas, et les mots qu'elle ne prononce pas. J'oublie tout, je me lâchais en musique. Je reprenais possession de ce corps, mon corps, je pouvais enfin faire un peu la paix avec lui, avec moi-même. Je redevenais quelqu'un à mes yeux et aux yeux des autres. Au bout de quelques semaines, je connaissais tout le monde dans la boîte, je me sentais un peu chez moi. Je suis peu à peu devenu la vedette des soirées endiablées au rythme disco et au goût de tequila. J'aimais me laisser prendre par le bruit, les lumières, la chaleur des corps, sentir que tous les regards étaient braqués sur moi. J'aimais ça, voir tous ces hommes bouche ouverte à baver devant moi. Je faisais mon show et leurs regards sur moi, c'était ma récompense. Je ne me demandais plus si j'étais belle, si j'étais désirable, si j'étais quelqu'un d'aimable. J'étais devenue celle qu'on admire, celle que tous les mecs veulent. J'étais la reine. Il faut dire que j'étais douée pour la danse et pour allumer le désir des hommes aussi. Je connais ça par cœur. Ce sont eux qui m'ont appris alors que je n'étais encore qu'une gamine de 5 ans. Une année est passée comme ça. Je ne vivais le jour que pour attendre la nuit, pour pouvoir m'éclipser et m'arracher à mon asphyxie. Je me préparais comme pour aller sur scène et dès 1h du matin, je quittais mon habit de fille mal à l'aise qui ne supporte pas de se voir dans le miroir pour devenir celle que tous les hommes désirent. Je ne vivais que grâce à leurs regards. Puis un jour, tout a basculé.
Ce soir-là, je me suis préparé comme tous les soirs, j'ai pris mes quelques verres de vin, fumé mes quelques clopes et je suis allé dans ce qui était devenu ma deuxième maison. J'étais loin de me douter de ce qui allait m'arriver. J'étais loin de me douter que ce soir-là, ma vie allait changer. Pour toujours. Dans la nuit, alors que je descendais essoufflé et ivre de danse de mon podium, une femme est venue vers moi. C'était bizarre de voir une telle personne dans cette discothèque fréquentée que par des jeunes. Elle était âgée d'une 50aine d'années et était plutôt bien habillée. Elle m'a abordé avec un grand sourire et m'a dit tout de suite, en me tendant un bout de papier, « Tu danses vraiment bien, appelle-moi, j'ai une proposition qui devrait t'intéresser. » J'ai senti une joie immense. Pour la première fois de ma vie, mon rêve allait se réaliser. J'allais devenir danseuse professionnelle. J'étais jeune, j'étais pleine de rêves, j'étais naïve et pressée de réussir. J'avais quitté le collège à l'âge de 15 ans, c'était pas pour moi, disait-il. Et depuis 2 ans déjà, je passais mes journées dans un salon de coiffure, à manier les bouclés qui voulaient des cheveux raides, des filles aux cheveux raides qui voulaient des cheveux bouclés, des fausses blondes et des petites vieilles qui voulaient qu'on leur gonfle les quelques mèches qui leur restaient pour faire croire en leur tignasse d'avant. Et chaque matin, en allant au salon, je rêvais d'être l'une de ces filles qui s'étalent sur les magazines, les affiches publicitaires, les spots télé, belles, riches et courtisées. Je voulais moi aussi être une fille qu'on aime, une fille qui fait bander les hommes. Je n'ai pas pu dormir ce matin-là, j'étais impatiente d'aller vers cette promesse de nouvelle vie. Dès 10 heures, je me suis précipité sur le téléphone. Elle s'appelait Martine, et elle me donnait rendez-vous dans un café du centre-ville. J'y suis allé sur le champ et je l'ai attendue pendant 2 heures, le cœur battant, rêvant à ce qui m'attendait. Je me voyais quitter mon trou pourri pour aller dans une grande ville. Je voyais déjà la grande vie avec paillettes et champagne. Elle est arrivée avec un grand sourire, m'a dit qu'elle était vraiment contente que je l'ai appelée si vite, que de grandes choses nous attendaient toutes les deux. Elle m'a tout de suite parlé de mon charme, de ma beauté, de mes facilités avec mon corps. Elle m'a dit que j'avais de la chance, que j'avais été gâté par la nature, que je pourrais gagner beaucoup d'argent, juste en étant moi-même. Je n'en revenais pas. Je voyais tout le chemin parcouru. Moi si mal dans ma peau, je pourrais gagner de l'argent grâce à mon corps. L'échange était chaleureux, amical. Je trouvais cette Martine très sympa et surtout très attentionnée. Elle a pris le temps de m'écouter et surtout de me rassurer. Elle m'a dit que je ne devais plus m'inquiéter, que maintenant tout allait changer, que ma vie serait plus facile, plus légère. Et au bout d'une heure de discussion, elle m'a présenté un papier avec une adresse et une heure de rendez-vous, 20 heures, le soir même. C'est quelqu'un de très gentil, tu verras, il te traitera bien. J'ai pas tout de suite compris, mais j'ai compris. J'étais complètement sonné. C'est pas du tout ce que j'attendais. Jamais je n'aurais pensé à ça. Jamais. À 20 heures, j'étais à l'adresse indiquée. Je ne sais pas pourquoi. Pour voir. Par curiosité. Pour l'aventure. Pas besoin d'argent, peut-être. Ou pour me sortir de mon ennui. Je ne sais toujours pas, en fait. Il était là, il était vieux, mais il était gentil, c'est vrai. Il avait tout organisé. Il avait commandé à dîner, ouvert une bouteille de vin et il m'attendait. L'espace de quelques minutes, je me suis demandé ce que je faisais là, mais il a vu et il m'a mise à l'aise. Il m'a dit qu'il m'avait souvent vu danser, qu'il me trouvait belle, qu'il avait rarement vu une fille qui bougeait aussi bien, que c'était magique. Il m'a dit des choses que personne m'avait dites avant. Il était là, débordant de désir, prêt à tout pour m'avoir. Personne ne s'était autant donné de mal pour me convaincre de me donner à lui. Au bout de quelques verres, il s'est approché de moi et a commencé à me caresser. J'étais tout émoustillé par toute cette nouveauté, et par le vin aussi. Jamais je ne m'étais senti autant désiré par un homme, et ce désir m'excitait. Il a réussi à venir à bout de mes résistances. Je me suis laissé faire. J'ai fini par écarter les cuisses. Je les ai jamais refermées depuis. 3 heures et 500 francs en poche. C'était miraculeux. Je suis rentré chez moi titubante. Les jours qui ont suivi, je me sentais bizarre. Je balançais entre excitation et angoisse. Le vertige d'avoir osé et la culpabilité. Je m'étonnais moi-même. J'étais épaté d'avoir fait ça. Je ne me serais pas cru capable. Et il y avait ce fric là devant moi. J'aurais jamais imaginé qu'on pouvait gagner autant d'argent si facilement et en si peu de temps. Je me sentais importante. Quelqu'un était prêt à payer pour m'avoir dans son lit.
a payé pour baiser avec moi, pour moi. 3 semaines environ sont passées, puis elle a encore appelé. Cette fois c'était pour la nuit même. J'ai pas réfléchi, j'y suis allé, guidé par je ne sais quoi, c'était plus fort que moi. Le type était beaucoup moins avenant que le premier. Il m'a ouvert la porte et m'a directement emmené dans la chambre. On aurait dit qu'il n'avait pas baisé depuis des siècles. Il m'a arraché mes habits et en quelques minutes j'avais déjà son sexe dans ma bouche. Là encore j'ai pas réfléchi, j'étais comme dans un état second. J'ai fait ce que j'avais à faire sans me poser de questions, la nuit entière à me faire prendre, dans toutes les positions, des choses que j'aurais même pas cru possible de faire. À 6 heures du mat, il m'a dit « Tu peux partir ». Il avait préparé une enveloppe. 2500 balles. C'était parti, je me suis dit. Je fais ça de temps en temps, puis c'est devenu régulier. Et je me suis dit, je fais ça pour un temps. Je me suis donné 1 an, puis 2, puis 5. C'était il y a 17 ans. Je compte encore. Le fric et le temps. Mais je ne me donne plus rien. J'ai mis du temps à mettre des mots sur ce que je faisais. C'est des choses qu'on fait, mais qu'on ne dit pas. Des choses sans mots. Fille de joie, prostituée, travailleuse du sexe, pute. Un métier, non, c'est un truc qui m'est arrivé, une chose dans laquelle je suis tombé, dont je ne me suis pas relevé. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière, une question m'obsède et à laquelle je ne trouve pas de réponse. Est-ce que j'ai choisi ? Les premières fois, il y avait encore le sentiment d'être convoité, désiré, j'étais flatté de tous ces mecs qui me voulaient, qui me choisissaient, moi, plutôt qu'une autre. C'était là, je croyais, mon pouvoir, ma façon à moi d'avoir du contrôle sur ma vie. Et quitte à me faire baiser, autant être payé. Mais très vite, ça n'était plus la donne. J'ai vite compris que c'était un jeu de dupes, que je ne contrôlais rien du tout, et qu'en réalité, c'est pas moi qui le voyais. Chacun voit celle qu'il veut. Je suis la maîtresse, l'amie, l'amante, la fille, la pute, la femme, la sœur, l'amoureuse, la mère. Je suis toutes les femmes. Mais moi, la femme que je suis, je ne sais toujours pas. Quand j'ai commencé à comprendre, je ne pouvais déjà plus me décrocher. C'était trop tard. Dès la première fois, en fait. Et puis il y a l'argent, tout cet argent. Je gagnais en 1 semaine, puis en 1 journée, parfois quelques heures, ce que je gagnais en 1 mois au salon de coiffure. L'argent facile. C'est peut-être celui qu'on gagne le plus difficilement. Aujourd'hui, il m'arrive même d'en manquer tellement j'ai appris à le brûler ce fric. Je me suis acheté tout ce que je rêvais d'avoir. Maintenant, plus rien ne me fait rêver. Je continue à le claquer. C'est comme s'il fallait que je m'en débarrasse le plus vite possible. Et pourtant, je ne peux pas m'en passer. Au début, je fermais les yeux et je m'imaginais que j'étais ailleurs. Puis ailleurs, ça n'était plus assez loin, alors j'ai commencé à imaginer que je n'étais plus. J'ai commencé à boire aussi, de plus en plus, pour ne plus savoir, ne plus me souvenir. Mais très vite, l'alcool n'a plus suffi. L'horreur que j'ai vécue, que je vis, est bien plus forte que tous les alcools. Cette réalité que je vis dans mon corps me dessoule et m'oblige à garder les yeux ouverts sur ma misère. La misère. Ceux qui veulent à 3, à 4, une fois à 6. Ceux qui veulent par devant et par derrière en même temps, à l'aide d'engins plus gros les uns que les autres. Ceux qui veulent les coups et ceux qui veulent me les mettre, les coups. Ceux qui vous insultent, ceux qui vous obligent à sucer leur bite pas lavée depuis des jours et des semaines, ceux qui vous attachent et qui vous laissent les poignets en sang, ceux qui vous mettent leurs poings dans la gueule et qui vous laissent sur le sol, inconsciente, pour ne pas payer ou juste pour le plaisir, ceux qui vous crachent leur sperme en plein visage, ceux qui pleurent et appellent leur maman, ceux qui ont honte et vous le font payer, ceux qui culpabilisent et qui voudraient vous supprimer d'être témoins de leurs pulsions lâchées, ceux qui hurlent, ceux qui mordent, ceux qui crachent, ceux qui se montrent sympas au premier abord et qui se transforment en monstres à l'instant où ils vous enfoncent leur bite en manque,
ceux qui puent, ceux qui s'acharnent pendant des heures, ceux qui vous tabassent parce qu'ils bandent pas. Il y en a même un, une fois, qui a lâché son chien et qui m'a obligé, un couteau sous la gorge, à écarter les jambes et à le laisser faire avec sa langue qui bave. Un autre qui m'a vomi dessus au moment d'éjaculer. Un autre encore qui m'a pénétré avec un truc pointu, je ne sais pas quoi, je me suis évanoui. Et moi, si on me demande, c'est encore par derrière que je préfère. Comme ça, au moins, je ne vois pas qui c'est. Et je m'évite d'affronter leur visage grimaçant. Cette horreur d'être à la disposition du premier venu, réduite à un objet, une chose qu'on consomme et qu'on jette, un trou, une esclave, qui doit répondre au délire de tous ces mecs qui ne savent pas quoi faire de leur pulsion, parce que tout le monde fait comme si ça n'existait pas. À force de censurer le sexe tout en l'étalant sur les murs de nos villes, on fabrique des mecs frustrés qui n'osent pas dire à leur femme qu'ils ont envie de lui pisser dans la bouche et de la traiter de salope en lui enfonçant un doigt dans le cul. Et c'est nous qu'ils viennent voir. Et nous, ils nous demandent pas notre avis. Je suis devenu un vide ordure qui recueille ce que personne ne veut voir. Payé pour récolter les déchets, pour encaisser ce que chacun vit en lui-même et qu'il refuse de montrer au grand jour. Je suis là pour la vidange des instincts sexuels morbides. Depuis le temps que je fais cette chose, j'en suis venu à me demander si ça n'était pas toujours morbide, le sexuel. C'est juste que ceux qui le font dans les règles des conventions restent polis avec eux-mêmes. Ils n'osent pas regarder ceux qui tendent leur bite et ceux qui mouillent leurs culottes. Parce qu'on voudrait faire croire que certaines pratiques sont réservées à quelques tarés, de rares obsédés. Mais il faut consulter les chiffres. Rien qu'en France, un mec sur 5 est client. Ou plus simple encore, faire une plongée en soi pour se rendre compte. Je ne vais pas les plaindre, ces mecs qui viennent se défouler chez nous, en nous, mais je ne peux pas m'empêcher de me poser la question. Jusqu'à quand est-ce qu'on va faire semblant que ça n'existe pas? Jusqu'à quand est-ce qu'on va faire semblant que les prostituées sont un cas à part et les hommes qui les fréquentent des exceptions pathologiques? Je vois passer de tout, du mec le plus paumé au mec le plus guindé, alors j'ai fini par savoir, ces pulsions, c'est tout le monde. Dans l'ombre ou en pensée, il y a ceux qui passent à l'acte et ceux qui passent leur vie à lutter pour pas que ça surgisse. Avec moi, nous les prostituées, il n'y a pas besoin de cérémonie, il n'y a pas besoin de faire semblant. Alors on assiste au brut de ce que c'est que le sexe, la baise, le cul. La réalité, c'est sur les trottoirs qu'il faut aller la chercher. Dans ma camionnette, j'assiste aux coulisses de l'homme. La seule façon pour que la situation change, ce serait peut-être de commencer à dire les choses. Dire que le désir, là en vous, en nous, peut-être, est une folie. Mais qui s'intéresse vraiment à ce que la situation change? Pute, n'est-ce pas le plus vieux métier du monde? Et la chose sexuelle, la plus vieille et la plus tenace des hypocrisies humaines. Et on ose parler de libération sexuelle. Mais de quelle libération est-ce qu'on parle? Non, on n'est pas du tout libéré. Les instincts sont déchaînés, et nous, encore plus enchaînés. Personne pour faire face à ce qui se joue sous la ceinture, à ce qui gronde et qui finit par exploser à l'abri de nos camionnettes stationnées en bordure de route, à l'ombre de nos paupières closes. Et c'est nous qui sommes rejetés, considérés comme les tares de l'humanité alors qu'on en est le porte-drapeau. Une vie de paria, dans la puanteur et le foutre. Maintenant, après chaque passe, je me lave, je me décape et presque toujours je vomis. C'est devenu un rituel. Et puis il y a la peur. L'angoisse qui vous épuise parce qu'à chaque fois vous ne savez pas si le mec ne va pas se révéler fou, dangereux, et s'il ne va pas vous fracasser le crâne au moment où vous vous y attendez le moins. Et ça ne se produit pas que dans les films. Les filles qu'on retrouve baignant dans une mare de sang, ça arrive, et ça arrivera tant qu'on ne fait rien pour nous aider à sortir de cet enfer, le nôtre, le vôtre. Alors oui,
Il y a les travailleurs sociaux, mais ils ne savent que me donner des préservatifs pour pas que j'attrape le sida. Combien m'ont seulement demandé si je voulais m'en sortir? Combien ont pris la peine de me prendre la main et de me regarder dans les yeux? Combien ont essayé de me parler vraiment? Et histoire de bien nous maintenir dans notre gouffre, on finit par inventer des lois contre le racolage, soi-disant pour ne pas choquer ces messieurs dames qui rentrent chez eux le soir et qui voient s'étaler sur leur trottoir des filles provocantes, pour protéger les enfants. De qui se moque-t-on? Le racolage, c'est chaque image qui passe à la télé, c'est chaque affiche qui, pour vendre n'importe quel truc inutile, étale une fille en string, les fesses prêtes à se faire prendre. C'est dans le bus, le métro, au coin de chaque rue. Le racolage, c'est tout le temps, à chaque instant. Mais nous, c'est trop pour eux, trop clair. Ils ne veulent pas savoir, ils ne veulent pas voir. Alors au lieu de se poser les vraies questions et de chercher une vraie solution, ils nous déplacent vers les périphériques, loin de leur bonne conscience attachée à faire comme si de rien n'était, quitte à nous mettre encore plus en danger. J'aurais voulu qu'une fois seulement on me considère comme une femme, un être humain, comme tous les autres, et qu'au lieu de me renvoyer sur le bord de la route, risquer ma vie pour ne pas choquer la vue de ces messieurs dames, on me tende la main et qu'on me parle, qu'on me demande autre chose que combien, qu'on m'écoute, qu'on s'inquiète de savoir comment je me sens, comment je vis. Mais non, pute tu es, pute tu resteras. Et ça nous arrange, de toutes parts, l'engrenage de l'argent, une drogue, dure. Je m'étais dit, j'économise et puis j'arrête. Je monte une affaire à moi où je ne serai plus esclave, où je deviendrai ma propre patronne. Puis j'ai abandonné, épuisé. Je n'ai plus l'énergie pour ça. Et le fric file comme du sable entre les doigts. L'engrenage de la société qui nous enferme, nous maintient à l'écart. Une fois qu'on est sorti du système, comme ils le veulent, puisqu'ils nous poussent, impossible de revenir, parce que être hors la loi est encore la meilleure façon qu'ils ont trouvée pour qu'on réponde à leur loi. Même en dehors, surtout en dehors, c'est encore leur système. C'est comme ça que ça fonctionne. Pas moyen d'y échapper. Dehors, dedans, c'est du pareil au même. On ne fait que subir, tourner dans un cercle vicieux. C'est toujours comme ils veulent. Insulte de toutes parts. Le regard des passants est une insulte. Leur loi, une insulte. Et même moi, j'en suis là. Je suis devenu une insulte pour moi-même. Entre 20 et 25 passes en une journée, c'est entre 20 et 25 regards qui vous assassinent, qui vous méprisent, qui vous disent « t'es qu'une merde, je fais ce que je veux de toi, debout, assis, couché, t'es là pour ça ». Ils m'ont brisé. Je suis saccagé. Je ne lutte même plus. J'ai fini par le croire que j'étais là pour ça. De toute façon, on m'a rien appris d'autre. Je ne sais rien faire d'autre. Écarter les cuisses, me mettre à quatre pattes et dire oui, c'est comme tu veux, tout ce que tu veux. Tout ce que je sais, réduit à une chose, au service des pulsions des autres. Je me saoule de vin pour commencer ma journée et de Prozac en fin de nuit pour réussir à trouver un peu de sommeil, une absence plus que du repos. Je ne me regarde plus. Je ne me vois plus. Je suis devenu personne. Et avec toutes ces mains qui me malaxent, ces bites qui me défoncent, ces bouches qui me broient, aujourd'hui je peux dire que jamais je n'ai été touché, jamais je n'ai été caressé, jamais je n'ai fait l'amour. Je n'ai même pas le goût d'un baiser sur mes lèvres. De la tendresse, je ne sais rien. Du plaisir, le plaisir du corps parfois, au début surtout. Maintenant je ne sens plus rien, comme anesthésié. Je sens les coups et c'est tout. Puis il y a eu ce jour où l'un d'entre eux, un régulier, m'a dit cette chose. Aime-moi. Ça a été une détonation, un choc. J'ai pas compris ce qu'il voulait dire. Parce que je ne sais pas ce que c'est que cette chose-là. J'ai pleuré. Pour la première fois depuis 17 ans et depuis, j'ai pas arrêté.
Je pleure encore.